quand tu lis, tu oublies le reste en fait. Voilà, c'est lire. Juste les mots peuvent te donner une pensée complètement différente de livre en livre. C'est ça qui est beau dans la lecture. Ça fait du bien de lire parce qu'il y a des livres de mathématiques, par exemple pour l'école, il y a des livres qui nous amusent, il y a des livres marrants, il y a des livres beaucoup d'enquêtes. C'est vraiment super sympa de lire parce que ça nous fait sortir de notre corps en fait. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Nous sommes ensemble pendant une petite heure afin de discuter de l'étude du CNL qui a été confiée à Ipsos sur la pratique et les habitudes de la lecture chez les jeunes. Cette étude a été menée durant les mois de janvier et février chez un public de 7 à 25 ans. On le verra durant ce webinaire, contrairement à ce qu'on peut entendre, les jeunes lisent et ils aiment ça. Donc, durant ce webinaire, nous serons rejoints par Régine Achando. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du CNL. Nous serons également présents avec Étienne Mercier et Madame Alice Tétaz, qui sont de Ipsos. Bonjour. Bonjour. Et donc, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions durant ce webinaire. Nous y répondrons à la fin. Madame la Présidente, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci d'être venu nous rejoindre si nombreux. Merci Alice, merci Ipsos pour votre étude, dont vous allez dévoiler les résultats dans 2 minutes. Écoutez, nous, en tous les cas moi, en tant que présidente du Centre national du livre, j'ai souhaité y voir plus clair sur les usages des jeunes et de la lecture. On entend beaucoup érosion du lectorat des jeunes, ils ne lisent plus, on est inquiet. Il y a eu la polémique de la place des mangas dans la lecture des jeunes et on avait envie d'y voir clair, de savoir quels étaient leurs rapports aujourd'hui à la lecture et surtout de connaître les freins pour éventuellement créer une politique publique qui ait du sens pour faire en sorte de maintenir le goût de la lecture chez les jeunes et de les aider à développer la découverte de ce plaisir, l'accès à ce plaisir qui nous paraît essentiel. Et maintenant, avant de passer la parole à Ipsos, je vous propose de découvrir un témoignage de Adjaratou et Iris. Je lis un livre par jour et je préfère lire le soir. Ça va m'aider à rêver. Je les conseille de lire pour apprendre mieux à lire, pour s'imaginer des choses aussi. Moi, quand je lis, on dirait que je suis dans l'histoire, j'ai envie de me mettre dans l'histoire. C'est comme si j'allais sur un petit bateau. Le livre, c'était mon bateau et que je découvrais toutes les nouvelles histoires et que c'était mon océan. Voilà. Je passe maintenant la parole à Étienne Mercier et Alice Tétaz de Ipsos qui vont nous parler un petit peu plus de cette étude et des pratiques donc de la lecture chez les jeunes. Oui, alors avant qu'on rentre dans le détail, je voulais juste quand même parler de ce dispositif. C'est un dispositif quand même assez original et d'envergure. C'est-à-dire qu'on a interrogé beaucoup de jeunes et ça nous a permis d'avoir des réponses à beaucoup de questions qu'on se pose aujourd'hui. À quel point ils lisent aujourd'hui? Est-ce qu'ils lisent vraiment? Quelle proportion de jeunes lisent? Combien de livres ils lisent? Quels sont finalement aujourd'hui les genres de livres qu'ils préfèrent, qu'ils apprécient? Est-ce qu'il y a des genres de livres qui sont en recul ou pas? Est-ce qu'il y a des moments où il y a des ruptures dans la lecture, dans leur parcours scolaire? Est-ce que les choses évoluent en fonction de leur catégorie socio-professionnelle, en fonction du fait que c'est leur père ou leur mère qui leur parle de livres? Plein de choses. Enfin, c'est vraiment une enquête extrêmement riche. Et puis, on a aussi abordé la question des écrans, puisque c'est la grande question aujourd'hui. Est-ce que les écrans cannibalisent le temps de lecture? À quel point ils le cannibalisent? Est-ce que finalement aussi, ces écrans ne sont pas non plus un vecteur qui permet aux jeunes d'accéder à la lecture, de choisir des livres grâce à Internet et grâce à certains réseaux qui peuvent exister? Donc voilà, plein de questions qu'on s'est posées et dont on espère vous apporter quelques réponses, parce qu'on a dû choisir quelques résultats, mais l'ensemble des résultats seront mis à disposition un petit peu plus tard. Alors juste quelques mots en termes de méthodologie. Donc on a interrogé un échantillon représentatif de 1500 jeunes âgés de 7 à 25 ans. Ces jeunes, ils ont été interrogés en ligne via l'Access Panel d'Ipsos, sachant que les enfants de 7 à 12 ans étaient accompagnés par un petit module, un personnage virtuel qui leur lisait les questions à voix haute pour que ce soit plus facile pour eux de répondre. Ils ont été interrogés de la fin janvier au début du mois de février et l'échantillon a été construit selon la très classique méthode des quotas, ce qui nous permet d'avoir un échantillon absolument représentatif.
Ces 1500 personnes, ça va nous permettre de faire des analyses vraiment très approfondies sur tous les profils. Et puis, on a un petit avantage encore sur cette étude, c'est que cette étude, auprès des 7-12 ans, elle a déjà été menée en 2016. On a déjà posé certaines des questions. Et donc, on va pouvoir voir les évolutions, comment les choses ont changé, et notamment avec la fameuse question quand même du confinement et de l'épidémie de Covid-19, comprendre, essayer de voir si, on n'aura pas les questions, les réponses exactes, mais voir si ça a eu des conséquences sur la lecture des jeunes qui se sont retrouvés confinés à la maison. Est-ce qu'ils ont plus lu depuis 2016 ? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Alors, premier quand même, avant qu'on rentre dans le détail, on va quand même faire un petit constat, mettre les choses à plat tout de suite sur ces jeunes qui sont âgés de 7 à 25 ans. Alors d'abord, ils lisent. Quand on regarde pour tout ce qui est école, travail, ils sont 76% à nous dire qu'ils lisent, et on a même été plus précis puisqu'on a demandé à ceux qui lisaient combien en moyenne as-tu lu de livres au cours des 3 derniers mois. Vous voyez que la moyenne, elle est à 2 livres lus au cours des 2 derniers mois. Ce sont aussi des lecteurs loisirs, et là la proportion elle est encore plus forte, c'est à 81%. Ils disent lire pour leur loisir, ils aiment lire pour leur loisir. On va voir après quels livres ils lisent pour leur loisir, et là on est à une moyenne de 5 livres lus en moyenne au cours des 3 derniers mois. On a envie de dire c'est pas mal du tout, et c'est plutôt des chiffres rassurants. Une fois qu'on a dit ça et qu'on va un petit peu dans le détail et qu'on regarde finalement la différence entre ce que nous disent tous ces ados et pré-adultes et adultes en partie, parce c'est un public très large, et qu'on regarde et qu'on enlève les élèves du primaire, on s'aperçoit quand même que les choses sont un petit peu moins roses. On n'a plus que 72% de lecteurs qui lisent pour l'école ou pour leur travail. Le nombre de livres lus pour ceux qui lisent, il reste stable. Et en revanche, la lecture loisir, elle, quand même, elle chute un petit peu, elle s'érode. Vous voyez, on passe de 81% de lecteurs à 77% de lecteurs si on enlève ces lecteurs du primaire. Et le nombre de livres lus, il chute à 4,4 pour être très très précis. On n'est plus à ces 5 livres. Donc, on voit déjà poindre quelque chose dont on va reparler, c'est que c'est beaucoup dans le primaire qu'on lit. Et puis, il y a une petite rupture qui se crée, voire parfois plus importante, au niveau du collège et du lycée. Alors, première chose, on va un petit peu plus dans le détail là, et quand on regarde finalement ce qu'ils lisent, on voit bien que pour l'école et le travail, ces jeunes de 7 à 25 ans, ils nous disent lire 2,1 livres pour être précis. Allez, on arrondira à 2 livres. Vous voyez déjà qu'il y a une grosse différence dont je vous parlais sur les primaires. Les primaires, ce sont ceux qui lisent le plus pour l'école. Ils déclarent 2,5 livres en moyenne. Quand on va sur le collège et le lycée, déjà, on a une petite chute, on passe à 1,9. Bonne chute. Et quand on va dans le supérieur, c'est du 1,6. C'est donc quelque chose, c'est un phénomène, ce nombre de livres lus auprès des lecteurs, il s'érode petit à petit, et quand on va dans les études supérieures, on arrive même à un chiffre qui est vraiment en dessous de 2. Pas vraiment de différence entre les catégories socio-professionnelles. On ne lit pas plus quand on est un enfant de bourgeois que quand on est un enfant d'ouvrier, pour ce qui concerne l'école tout du moins. Parce que quand on va sur la lecture loisir, cette différence-là, pour le coup, on la retrouve. Vous voyez bien que ceux qui sont issus des catégories socio-professionnelles avantagées, ils déclarent 6,3 livres lus au cours des 3 derniers mois, et c'est seulement 4,7 pour les CSP qu'on appelle inférieurs. Vous voyez, donc il y a une vraie différence. Grosse différence aussi entre les garçons et les filles. 5,7 livres pour les filles, 4,9 pour les garçons. On la voit déjà, cette rupture. Et puis, tout se joue au niveau du primaire. C'est au primaire qu'on lit vraiment beaucoup, 8,4 livres en moyenne. Vous voyez que quand on passe au collège, on passe à 5,3 pour ce qui est de cette lecture loisir, et ça chute encore plus au lycée. Donc il y a des phénomènes qui sont assez intéressants, et on voit là déjà où sont un petit peu les ruptures. Quand on regarde, quand on leur demande dans l'ensemble à tous ces jeunes, est-ce que vous lisez, est-ce qu'il vous est arrivé de lire des livres là? Eh bien, on voit que pour ce qui est de l'école et du travail, il y a des vraies chutes vertigineuses au niveau de lecture. On voit bien que lorsqu'ils ont 7, 9 ans, 10, 12 ans, 13, 15 ans, les garçons et les filles lisent beaucoup, et très majoritairement, ils lisent beaucoup. Ils sont même à 95% et 94%, 13-15 ans, à lire pour l'école. Et puis, quand on arrive sur les 15-19 ans, déjà, cette tranche-là, il y a une chute assez importante quand même, parce qu'il n'y a plus que 74% des filles qui déclarent lire contre 68% des garçons, et ça chute encore quand on va sur les 20-25 ans. Alors,
Sur la lecture plaisir, on observe le même phénomène, sauf qu'il arrive un petit peu plus tôt, sur les 10-13 ans, et qu'il est un petit peu moins fort quand même. C'est-à-dire que c'est ça qui est rassurant, même s'il y a cette petite chute, on voit bien que quand ils ont 13-15 ans, lorsqu'ils ont 16-19 ans, ou encore 20-25 ans, la majorité des jeunes nous déclarent qu'ils continuent à lire. Et donc, il faut regarder cette petite chute qui est un petit peu préoccupante, quand on voit ce qui se passe dans le cadre des loisirs, mais c'est pas aussi préoccupant que ça. Mais on voit quand même déjà la vraie différence, c'est-à-dire que pour l'école, le travail, les garçons et les filles sont au même niveau, on observe les mêmes phénomènes et les mêmes chutes. Lorsqu'on parle de lecture loisir, eh bien les filles lisent plus que les garçons et de façon quand même assez importante. Alors, on a quand même des jeunes, on dit que les jeunes aiment lire, mais on a quand même des jeunes qui n'aiment pas lire, et c'est pas anodin ce chiffre, 16% quand même des jeunes qui n'aiment pas lire, c'est beaucoup. C'est des jeunes qui, à mon avis, sont pas faciles à rattraper, parce qu'ils nous disent, 11% j'aime pas lire, je parle pas des 5% qui détestent lire. Comment rattraper ces jeunes, comment leur redonner le goût de la lecture, c'est là qu'il y a une préoccupation. Est-ce qu'on peut les rattraper, parce que ça fait beaucoup de jeunes quand même qui sont perdus pour la cause. Alors, les critères de choix et quel livre ils lisent, c'est quand même la question aussi qui est essentielle et qui est extrêmement intéressante, parce que là, pour le coup, on voit des évolutions. Alors, on voit des évolutions très très fortes, puisque la catégorie de livres qui, auprès des 7-19 ans, prend quand même des 7 à 19 ans, prend la tête du classement, c'est les BD, les mangas et les comics. À 73%, ils nous disent en lire. Alors d'abord les BD normales, classiques, à 55%, qui restent stables par rapport à 2016, 53%. Mais là où il y a un vrai changement, une véritable évolution, j'ai envie de dire une révolution, c'est sur les mangas. Les 40%, les mangas qui arrivent à 40%, ils étaient à 23% en 2016, plus 17 points. C'est une explosion de la lecture de ce type de livres. C'est aussi ce qui explique peut-être aussi qu'ils nous disent lire autant de livres. Le manga, c'est quand même des formats un petit peu plus petits, plus réduits à lire, et donc on peut peut-être en enchaîner plus facilement l'un après les autres. Ce qui augmente aussi, c'est les comics. On passe de 10 à 15%. Vous voyez, c'est une petite augmentation, mais elle est encore de 5 points. Et face à ça, le roman, comment il se défend? Le roman, il perd un petit peu de terrain, il passe de 55% à 46%. Il y a une question quand même qui est en train de se poser sur le roman et qu'il faudra se poser à un moment donné, parce que cette érosion, elle est quand même relativement importante, elle est de 9 points. Et ce qui est intéressant, c'est de voir finalement les genres de romans les plus lus. Les genres de romans les plus lus, c'est les livres de SF et de l'imaginaire, vous voyez, qui progressent. On a plus 8 points, ils sont à 50% des jeunes à nous dire, qui lisent des romans, nous dire « je lis ce type de roman ». C'est un vrai sujet, à mon avis, à creuser, parce que ces livres de SF et cette littérature de l'imaginaire, on va la retrouver aussi de façon assez forte chez les plus âgés qui en lisent beaucoup. Alors, chez, en effet, les 20 à 25 ans, les choses sont un peu différentes. On n'avait pas de comparatif par rapport à 2016, mais ce qui est intéressant à voir, c'est que le roman reste quand même en tête, à 58%, même si tout ce qui est BD, manga, comics, à 47%, se taille aussi une part du lion, mais c'est pas la plus grosse part, puisque les romans restent très présents. Et vous voyez avec des livres de SF et littérature, là encore, de l'imaginaire, qui sont très très présents, à 51%, devant les romans policiers, espionnage et suspense qui sont à 48%. Il y a toute cette appétence pour l'anticipation, la SF, le fantastique, qui reste très très forte, donc aussi auprès de ces publics-là. Sur la façon dont ils choisissent aujourd'hui les livres, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est finalement, il y a plein de modes de choix qu'ils utilisent. Alors, il y a d'abord le livre en lui-même, j'ai envie de dire. Ce qui sort en premier, c'est le résumé de l'histoire qui t'a plu à 47%, première place. Et puis la couverture de livre aussi qui te plaît. Ils sont pas finalement très différents de nous tous. Quand on va dans une librairie aussi, on regarde aussi beaucoup le livre, on le tâtonne, on regarde le résumé, et c'est assez rassurant. Ce qui est assez aussi intéressant, c'est de voir à quel point aussi il cite le fait qu'il s'agisse des aventures d'un héros ou de plusieurs personnages en particulier que tu aimes. Là encore, je pense que c'est un phénomène qui renvoie un petit peu au manga, un personnage qu'on va suivre dans le temps et qu'on va retrouver épisode après épisode. Ou alors peut-être aussi on va le voir parce qu'ils sont nombreux à nous dire j'ai vu le film, la série ou le dessin animé et ça m'a donné envie de lire le livre. Et là, c'est quelque chose d'intéressant qu'on commence à toucher, c'est à quel point, certes, on va le voir
petit peu plus tard avec ce que va nous dire Alice, les écrans cannibalisent et prennent du temps de lecture, mais les écrans aussi permettent de donner envie de lire à certains jeunes. Et on voit que c'est cité à un niveau quand même relativement élevé, 31% qui disent c'est parce que j'ai vu un film ou un animé que j'ai acheté le livre qui était adapté de cette série-là. Donc les écrans poussent aussi en partie les jeunes à aller vers la lecture. Et puis on voit aussi qu'ils nous citent beaucoup Internet dans les modes, dans les moyens de choisir les livres. Vous voyez, ils disent j'en ai pas entendu parler sur Internet à 9%. J'en ai entendu parler par un booktuber sur YouTube à 8%. Vous voyez, ça sort quand même pas mal Internet et les écrans aussi, j'ai vu à la télévision. Donc les écrans sont aussi un moyen de prescrire du livre. Alors, qui est-ce qui est capable aujourd'hui de les conseiller sur ces livres? Qui est-ce qui vient les conseiller? C'est d'abord, et c'est un petit peu normal, c'est moi et mes amis quand même. On achète un livre d'abord parce que je l'ai vu, j'en ai eu envie, j'ai pu aller sur Internet et j'ai pu en entendre parler, et donc j'y suis allé. Ou les amis qui sont aussi des forts prescripteurs, vous voyez, à 34 ou à 32%. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est de voir la place de la mère et du père, et je pense que cette enquête mériterait quasiment une deuxième analyse sur finalement le rôle de la mère dans la lecture. On parle aujourd'hui beaucoup des différences d'implication dans les tâches ménagères entre les hommes et les femmes. Je peux vous dire que entre ce que moi et Alice, on va vous montrer sur ce que font les mères par rapport aux pères dans le domaine de la lecture, il y a un sujet qui est véritablement important parce qu'il y a pour le coup une bien plus forte implication aujourd'hui des mères que des pères. Et là, vous le voyez, 31%, c'est la maman qui a conseillé le livre et qui fait que le gamin ou la gamine a pris ce livre-là. Le père, il sort qu'à 16%, moitié moins quand même, c'est assez énorme. Et puis, il y a quelque chose qui, moi, m'embête un petit peu, c'est la place du libraire qui est un petit peu plus éloignée à 8%. J'aurais souhaité qu'il soit un petit peu plus, à un niveau plus élevé, mais ça, c'est personnel. Et quand on parle des parents, puisque là, je vous ai parlé des mères et des pères, moi je continue à dérouler le fil. D'abord, quand on leur demande finalement qui est-ce qui te demande de lire aujourd'hui, est-ce que tes parents te demandent de lire, il y a 54% seulement, j'ai envie de dire, des jeunes qu'on a interrogés qui nous disent mes parents me demandent de lire. Ça veut dire qu'il y en a 46% quelque part des parents qui ont renoncé ou qui n'y arrivent plus ou faute à la fin des efforts qu'ils ont réalisés, ont arrêté de les pousser à la lecture. Mais quand on regarde qui le fait, c'est encore la même chose. On va retrouver d'abord la mère. C'est-à-dire la mère, elle conseille les livres et le gamin va les acheter. C'est la mère aussi qui dit tu veux pas prendre un livre là? Et on voit ce qui se passe. On imagine pendant le Covid et le confinement ce que ça a pu donner. C'est les mères qui ont eu cette charge mentale aussi et qui ont dû le faire. Et bien entendu, cette charge, elle est bien plus forte sur les plus jeunes, les 7 à 19 ans, quand on voit que là, c'est très très fort, 60% des mères ont fait quelque chose et ont conseillé, ont dit à leur gamin, il faut que tu lises. Quand on est sur des 20-25 ans, forcément, ça chute, on a un petit peu moins de pouvoir de persuasion. Intéressant aussi de voir finalement, là encore, on avait insisté là-dessus, l'impact des écrans. Je reviens là-dessus. Les écrans, oui, Alice va revenir dessus, ça a un impact négatif, mais les écrans, ça permet aussi de choisir un livre. Et Internet, ça permet aussi à certains jeunes d'accéder à la lecture. Et c'est pas rien, c'est 29% aujourd'hui des jeunes qui nous disent choisir un livre après en avoir entendu parler sur Internet. On n'est pas loin de 1 sur 3, on s'en rapproche quand même. Et surtout, ça augmente beaucoup avec le statut de l'enfant. Quand il est écolier, bien entendu, il est qu'à 12% à choisir sur Internet parce que il n'y a pas vraiment les moyens techniques pour le faire, mais ça monte beaucoup jusqu'à atteindre 46% pour les étudiants, 35% pour les lycéens. Internet est un véritable prescripteur aujourd'hui de lecture. Et ils utilisent les réseaux sociaux aujourd'hui pour s'informer aussi sur les livres. C'est pas majoritaire encore, mais vous voyez, 35% disent utiliser YouTube, TikTok à 19%, il y a comme ça des réseaux sociaux qui sont en train de monter, de prendre en puissance et qui les informent sur la lecture. Et puis, c'est un chiffre qui nous a frappé aussi avec Alice, et de façon très positive quand même, c'est 58% de jeunes qui nous disent avoir déjà eu envie de lire un livre après avoir vu une série ou un film sur une plateforme. Je vous ai déjà parlé de ce phénomène auparavant. C'est beaucoup de jeunes qui, quelque part derrière, voient un film, voient une série et se disent « Ah, j'ai envie d'aller voir le livre et de continuer à suivre les aventures de mon personnage ». Ce sont, je trouve, des chiffres qui sont assez positifs. Comment est-ce qu'ils les achètent aujourd'hui ?
Il y a 3 vecteurs principaux. D'abord, les grandes surfaces culturelles, comme la Fnac, Leclerc, Cultura, etc., qui sont en premier à 55%. Deuxième, Amazon, qui prend la deuxième place à 47%, juste devant le libraire, qui est à 43%. Ce qui est intéressant à voir là-dedans, dans cette hiérarchie, c'est qu'elle s'inverse un petit peu lorsqu'on devient étudiant. Les étudiants utilisent d'abord les libraires, vont d'abord voir les libraires pour acheter leurs livres devant Amazon et devant les grandes surfaces. Il y a quelque chose donc là-dessus qui se joue, qui est probablement dû au fait que tout simplement vous faites des études, vos professeurs vous disent d'aller acheter des livres aussi qui sont peut-être plus spécifiques, qui sont des livres d'études et que vous allez peut-être aller chercher dans des librairies aussi peut-être plus spécifiques et plus spécialisées. Enfin, pour se procurer des livres, comment est-ce qu'ils font? Et on voulait insister sur l'importance quand même de la bibliothèque et des CDI. Aujourd'hui, c'est quand même le moyen qui arrive en 3e. Quand on leur demande comment tu te procures des livres aujourd'hui, c'est le 3e moyen le plus cité. C'est tu en empruntes à la bibliothèque ou au CDI. Et le fait est que, on le voit bien, il y a 67% aujourd'hui, c'est-à-dire les 2/3 des 7-19 ans, qui vont au CDI ou à la bibliothèque de leur école au moins une fois par mois. Et on voit bien que là, c'est probablement un vecteur de choix, de conseils importants grâce auxquels les jeunes vont aller chercher des livres et vont avoir des livres. Et puis, je voulais encore revenir là-dessus, excusez-moi, ce sera mon dada du jour, mais qui achète les livres, puisqu'on va jusqu'au bout? C'est d'abord la mère à 54%, puisqu'elle fait les courses autant qu'elle aille acheter en même temps les livres, et le père, lui, n'est qu'à 31%, donc bien loin. Donc messieurs, il faudrait peut-être un petit peu se bouger sur le sujet et être un peu plus prescripteur des livres de vos enfants. Voilà. Je laisse la parole à Alice sur la suite. On va maintenant s'intéresser aux habitudes de lecture des jeunes, savoir comment ils lisent, où ils lisent, quand ils lisent aussi, à leur motivation et aux freins à la lecture. Alors tout d'abord, à quel moment lisent-ils? Il y a quelque chose qui est assez rigolo, c'est que finalement, ils ont des pratiques de lecture, somme toute, assez classiques. Quand on leur demande quand ils lisent, ce qui ressort en tête, c'est le soir, avant de se coucher. Il y a une espèce de rituel de lecture au moment de se coucher qui est très bien ancré chez les jeunes. On l'avait déjà montré en 2016, mais c'est toujours le cas. On a donc près de 8 jeunes sur 10, 78%, qui nous disent lire avant de se coucher. Et c'est même encore plus fort chez les élèves de primaire, on est à 88%. Ensuite, ils profitent des moments de vacances à 59% pour lire, et c'est encore plus le cas chez les élèves de primaire de nouveau. Et puis un petit peu plus minoritaire, ils lisent durant les pauses et pendant les récréations pour 25%, un petit peu plus chez les étudiants, et lors des temps de transport. Après, on leur a demandé où ils lisaient. Alors, sans surprise, ils lisent avant tout chez eux, c'est le cas pour 90% d'entre eux, mais on voit aussi que la lecture peut être assez nomade. On a 70% des jeunes qui nous disent qu'il leur arrive de lire en dehors de leur domicile. Alors soit dans leur quotidien, donc à l'école, au travail pour un tiers d'entre eux environ, dans les transports, que ce soit des transports longs pendant les vacances ou des moments de transport plus courts, plus quotidiens, on est à 32% également. Et puis Étienne le disait tout à l'heure, la bibliothèque est aussi un endroit, un lieu de lecture assez important qui est cité par un tiers des jeunes. Maintenant, pourquoi lisent-ils? On leur a posé la question. Alors, vous voyez, ce qui ressort avant tout en tête, c'est la lecture plaisir, la lecture détente, la lecture pour s'évader, pour rêver. Donc ça, c'est extrêmement positif. Ça arrive en tête de classement. Mais ces deux dimensions, le plaisir et la détente, ont tendance à régresser un petit peu chez les 7-19 ans par rapport à 2016, au profit d'une 4e dimension, qui est l'idée de s'occuper. Aujourd'hui, on a 31% des jeunes de 7 à 25 ans qui nous disent qu'ils lisent pour s'occuper, et c'est même le cas chez 34% des 7-19 ans, en progression de 8 points chez cette catégorie-là. Là, on peut peut-être y voir aussi un effet de la pandémie des confinements. Voilà, donc de plus en plus, les jeunes nous disent lire pour s'occuper. Il y a une dernière dimension qui est intéressante, c'est suivre les aventures de ton héros. Ça devient une motivation de lecture pour 31% des 7-19 ans, c'est en hausse de 5 points par rapport à 2016. Donc il y a un vrai suivi de certains personnages, de certains héros qui les motivent, qui les poussent à lire. Maintenant, on leur a demandé aussi pourquoi ils ne lisent pas, à ceux qui ne lisent pas du tout, et pourquoi ils ne lisent pas plus à ceux qui lisent. Alors, ce qui ressort en tête, c'est qu'il y a une certaine concurrence d'autres activités. Ceux qui ne lisent pas du tout nous disent à 48% qu'ils préfèrent tout simplement faire autre chose. Ensuite, il y a un manque d'intérêt, évidemment, chez ceux qui ne lisent pas, pour un tiers d'entre eux. Et puis, il y a aussi quelque chose qui tourne autour du fait que c'est peut-être un petit peu compliqué. Les livres sont trop longs à lire pour 25%. Ils ont du mal à se concentrer pour 17%. Maintenant, quand on va voir chez les lecteurs loisirs, donc ceux qui lisent, pourquoi ils ne lisent pas plus? Donc en tête, effectivement, ils préfèrent faire autre chose à 41%.
41%. Et ce qui arrive en seconde position, c'est le manque de temps à 38%. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est que ce manque de temps est la raison principale évoquée par les 20-25 ans quand on leur demande pourquoi ils ne lisent pas plus. Ils nous disent avant tout qu'ils manquent de temps. Alors, à propos du temps justement passé à lire chaque semaine, on leur a posé la question, ils nous disent en moyenne, les 7 à 25 ans nous disent en moyenne lire 3h14 chaque semaine. C'est un chiffre qui progresse chez les 7-19 ans, 13 minutes de plus par rapport à 2016, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On passe de 3h05 sur cette cible-là à 3h18, donc en progression. Maintenant qu'on a dit ça, il y a quand même de vraies différences à la fois entre les filles et les garçons. Vous voyez, il y a presque 50 minutes de différence de temps de lecture chaque semaine. C'est 3h36 chez les filles, 2h48 chez les garçons en moyenne. Les primaires et les collégiens lisent un petit peu moins. Le temps de lecture culmine au lycée à 4h02, diminue un petit peu pour les étudiants, mais reste supérieur à la moyenne, et enfin est un petit peu inférieur à la moyenne chez les actifs. Ici aussi, Étienne l'a évoqué, on a une différence entre les enfants issus de milieux favorisés, qui ont tendance à lire un petit peu plus, près d'1 heure de plus, que les enfants issus de milieux un petit peu moins favorisés, qui lisent en moyenne 2h48. Maintenant, ce temps de lecture, c'est intéressant de le mettre en perspective avec le temps passé sur écran. Sur le temps de lecture, on était à 3h14 par semaine. Ici, on est à 3h50 par jour de temps passé devant un écran, dont 2h50 par jour passé sur Internet. Donc vous voyez, la différence, elle est absolument énorme. Ils lisent beaucoup plus, ils passent plus de temps par jour devant un écran qu'ils ne passent de temps par semaine à lire. Donc voilà, ça c'est la première information. Après, il y a évidemment des différences très importantes, à la fois selon l'âge, selon les niveaux de scolarité, aussi selon le genre et l'origine sociale. Alors vous le voyez, selon les niveaux de scolarité, les primaires déclarent passer 1h35 sur écran chaque jour, donc 42 minutes sur Internet. Ça monte un petit peu au collège, encore au lycée, pour culminer chez les étudiants qui passent 5h34 en moyenne sur écran chaque jour, donc 4h02 sur Internet. Ça régresse un petit peu ensuite chez les actifs. Maintenant, il y a des différences entre les filles et les garçons. Vous le voyez, devant un écran, il y a peu de différence. Les filles nous déclarent 10 minutes de plus seulement devant un écran, mais les pratiques sont différentes puisque les filles déclarent beaucoup plus passer de temps sur Internet que les garçons. Ici, il y a 41 minutes de différence dans les moyennes entre filles et garçons. Donc, on peut deviner que les garçons passent peut-être du temps sur d'autres types d'écrans, par exemple sur des consoles et à jouer aux jeux vidéo. Il y a aussi une différence ici, mais qui est très légère en termes d'origine sociale. 3 minutes de différence sur le temps passé devant écran. Donc on voit que là-dessus, le temps est équivalent, peu importe l'origine sociale, le temps passé devant écran. Il y a en revanche une petite différence à propos du temps passé sur Internet. Il est un petit peu supérieur chez les jeunes issus de milieux un petit peu moins favorisés. Les écrans sont donc omniprésents dans leur vie et on devine aussi quelque part que le contexte, les 2 années qui viennent de s'écouler, avec notamment les confinements, ont un petit peu boosté encore cette omniprésence de l'écran dans leur vie, sachant que pendant les confinements, on a certes 38% des jeunes qui nous disent avoir plus lu que d'habitude, contre seulement 16% qui ont moins lu, donc le solde est positif. En revanche, on en a beaucoup plus qui nous disent avoir regardé davantage de séries, c'est 55%, utilisé davantage leur smartphone à 52% et davantage joué à des jeux vidéo à 44%. Donc ces temps de confinement ont eu tendance à booster encore ce temps passé sur les écrans. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est de voir à quel point les écrans viennent cannibaliser jusqu'au temps de lecture. On leur a demandé s'ils faisaient parfois autre chose, s'ils faisaient même souvent autre chose, en même temps qu'il lisait des livres. Et vous le voyez, on a près d'1 jeune sur 2 qui nous dit qu'il fait souvent autre chose en même temps qu'il lit. Alors c'est beaucoup plus les lycéens à 59% que les plus petits, les élèves du primaire, on est à seulement 23%, mais c'est quand même assez important. Et si on regarde dans le détail, 37% nous disent que souvent ils envoient des messages en même temps qu'ils lisent, 27% qu'ils vont souvent sur les réseaux sociaux en même temps qu'ils lisent, qu'ils regardent des vidéos pour 25%, qu'ils jouent à des jeux vidéo pour 20%, voire qu'ils parlent au téléphone pour 20%. Donc voilà, ces écrans viennent réellement cannibaliser même les temps de lecture. Donc c'est quelque chose qui est important.
On va s'intéresser dans cette dernière partie à la fois aux nouvelles pratiques de lecture et au goût pour la lecture. On va voir s'ils aiment lire et à quel point. Alors, cette omniprésence des écrans, elle a quand même, on l'a vu auparavant, certains bénéfices, et notamment le fait qu'elle va avoir tendance à booster certaines pratiques, et notamment la lecture numérique, la lecture sur écran. Aujourd'hui, on a 40% des jeunes de 7 à 25 ans qui nous disent avoir déjà lu un livre ou plusieurs sur un écran. Il y a une forte différence ici entre les moins de 20 ans et les 20-25 ans. Vous voyez, c'est un tiers seulement des moins de 20 ans, mais c'est en très nette progression par rapport à 2016. On gagne 14 points et c'est 58% des 20-25 ans. Donc c'est une pratique qui s'est réellement développée. On voit aussi que le support a beaucoup évolué par rapport à 2016. Aujourd'hui, le support numéro 1 de lecture sur écran, c'est le smartphone, qui arrive en tête, c'est écrasant à 55%. Tandis que ce n'était absolument pas le cas en 2016. D'ailleurs, le smartphone gagne 27 points par rapport à 2016 chez les moins de 20 ans. En 2016, c'était beaucoup plus la tablette tactile. Donc les pratiques ont complètement évolué sur ce sujet-là. À savoir simplement que le smartphone reste privilégié à partir du collège, mais que chez les élèves du primaire, la tablette tactile reste quand même le support numéro 1 de lecture sur écran. Le livre audio et le podcast ont également évolué fortement ces dernières années. Alors aujourd'hui, on a près de 6 jeunes sur 10 qui nous disent avoir déjà écouté un livre audio et ou un podcast, avec une petite différence entre les moins de 20 ans et les 20-25 ans. Dans le détail, on a 38% des jeunes qui nous disent avoir déjà lu un livre audio, avec de fortes différences selon le niveau de scolarité. Vous voyez que c'est extrêmement répandu chez les élèves du primaire, à 55%, avec une très forte progression par rapport à 2016. Ça chute fortement au collège, mais ça reste un tiers des collégiens, des lycéens, des étudiants et des actifs qui ont déjà écouté un livre audio. En ce qui concerne le podcast, la courbe elle est totalement inversée. C'est quelque chose qui progresse avec l'âge pour atteindre un point culminant chez les étudiants qui sont 59% à nous dire avoir déjà écouté un ou plusieurs podcasts. Ils sont par ailleurs sur un autre sujet nombreux à avoir bénéficié d'une expérience de lecture à voix haute. Alors Étienne l'évoquait tout à l'heure, je vais revenir dessus rapidement. Au moins un de leurs parents, pour 86% des jeunes, au moins un de leurs parents leur lisait des histoires quand ils étaient petits, dont 56% souvent, avec encore une fois ici une très forte différence entre la mère et le père. 84% des jeunes déclarent que leur mère leur lisait des histoires, dont souvent pour 51%, c'est seulement 64% pour le père, dont seulement 27% souvent. Donc on retrouve ici cette même différence. Auprès des jeunes de moins de 15 ans, on en a encore 56% qui nous disent qu'un de ses parents lui lit encore des histoires, dont 22% souvent. Donc c'est une pratique qui est toujours très présente, avec évidemment de fortes différences selon l'âge. C'est très fréquent chez les moins de 10 ans, ça baisse un petit peu chez les 10-12 ans pour atteindre des proportions beaucoup plus faibles chez les 13-15 ans. Ils apprécient fortement cette expérience de lecture à voix haute et on va le voir, c'est quelque chose qui vient nourrir leur goût pour la lecture. Chez les moins de 15 ans à qui on lit encore des histoires, ils sont 96% à nous dire aimer ou adorer cela. 53% adorent et c'est 92% chez ceux à qui on lisait des histoires. Donc cette pratique de lecture à voix haute, elle est fortement appréciée et elle va avoir tendance à booster le goût pour la lecture. Et globalement, ça nous fait dire tout ça qu'ils apprécient que le livre et la lecture viennent à eux, avec notamment certaines mesures qui ont été mises en place et sur lesquelles on les a interrogés. Alors en premier lieu, le quart d'heure lecture. 51% aujourd'hui, donc un peu plus d'un jeune sur deux parmi les écoliers, les collégiens et les lycéens nous dit connaître le quart d'heure lecture et 38% y participent au moins de temps en temps. À propos du pass culture, c'est quelque chose dont ils ont entendu parler pour les 2 tiers, un peu plus des 2 tiers d'entre eux, 69%. Parmi les 18-20 ans qui ont pu en bénéficier, 44% l'ont utilisé et ce dernier chiffre, 83%,
ont acheté un ou des livres avec est plutôt une très bonne nouvelle puisqu'on voit que l'obtention de ce pass culture va vraiment booster l'achat de livres et in fine la lecture. Et enfin sur Partir en livre qui reste un événement un petit peu plus confidentiel avec tout de même 18% des jeunes qui nous disent le connaître, 6% y ont participé mais c'est un événement qui a été très fortement apprécié par ceux qui y ont participé à 85%. Tout compte fait, et je vais conclure là-dessus, on voit que finalement les jeunes aiment lire, ils apprécient la lecture, 84% nous disent qu'ils aiment lire, c'est même 94% chez les lecteurs loisirs, donc c'est très fort, et on en a même 42% qui nous disent qu'ils adorent lire. Ici, encore une fois, on retrouve des différences intéressantes selon le genre, selon le niveau de scolarité ou selon l'origine sociale. Les filles apprécient la lecture un petit peu plus que les garçons, à 88%, dont 51% adorent lire. C'est seulement 32% des garçons qui nous disent adorer lire, 80% au global qui aiment. L'expérience de lecture, elle est fortement appréciée chez les élèves du primaire, à 93%. Ce goût pour la lecture, il a tendance à baisser un petit peu jusqu'au lycée, où seulement, entre guillemets, ça reste un niveau qui est bon malgré tout, 74% des lycéens nous disent aimer lire, et puis il repart un petit peu à la hausse chez les étudiants du supérieur et les actifs. Et enfin, et je vais finir là-dessus, il n'y a pas de différence significative de goût pour la lecture selon qu'on vienne d'un milieu plus ou moins favorisé. Vous voyez 86-82, il y a 4 points de différence, mais c'est une différence qui est tout à fait minime. Donc la lecture, même si elle est un petit peu moins pratiquée chez les jeunes issus de milieux un peu moins favorisés, elle est tout autant appréciée quel que soit le milieu et c'est quelque chose qui est très important. Merci Alice, merci Étienne pour cette passionnante présentation. Je vous propose maintenant de regarder le témoignage de 2 jeunes lecteurs, Louis et Isra. Je fais un peu beaucoup d'écran, mais quand je m'y mets, je me sens vraiment bien en train de lire. Ouais. Moi, quand je lis, ça sert à m'évader parce que je me vois dans ce monde. Des fois, je m'ennuie beaucoup et j'ai des livres chez moi et j'en profite parce qu'il y a beaucoup d'histoires et que tu peux lire. Et ça t'apprend à lire. Moi, je sais pas si vous, ça fait ça. Moi, quand je me sens en colère, triste, et le lire, c'est comme une grotte avec tous mes amis à l'intérieur qui me disent ça va aller, t'inquiète pas, quoi. C'est un livre, c'est mon ami, quoi. Je passe maintenant la parole à Claude Poissonnois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'IUT de Nancy-Charlemagne. Est-ce que vous pourriez nous faire part de vos observations concernant cette étude, s'il vous plaît ? Oui, alors en fait, je trouve que on voit la lecture chez les jeunes avec une hésitation. Hein. On a d'un côté quelque chose qui est relativement bien identifié, c'est-à-dire une érosion de la lecture plaisir, au lycée, sur la scolarité secondaire, on voit bien qu'il y a une difficulté à maintenir la flamme, on va dire, de la lecture. Et ça, c'est identifié depuis très longtemps, hein, et donc on n'en sort pas en réalité. Et puis on a des chiffres hein, sur les lycéens qui montrent, et notamment, hein, ça se cristallise assez fortement chez les lycéens là-dessus. Donc on a d'un côté ça, c'est-à-dire cette posture un peu défensive hein, d'une partie des jeunes par rapport à la lecture. Bon, est-ce que c'est vraiment pour nous ? C'est pas certain, voilà. Et de l'autre côté, on a, et qui a été relevé tout à l'heure, mais le succès indéniable des mangas, et je pense que là, je pense qu'ils jouent avec nous, hein, les jeunes, ils jouent avec nous. C'est-à-dire qu'on leur prescrit des choses, on leur dit les romans c'est formidable, voilà, il faut lire des livres, et en fait ils disent ouais, ok, super, et on va lire des mangas. Et on va lire des mangas parce que justement les parents, les profs, ils savent pas trop ce que c'est, ça se lit à l'envers, c'est pas normal, etc. Et donc je pense qu'il y a ils s'emparent, en fait, ils s'approprient une partie de la lecture à partir de leur point de vue, qui est une façon de redéfinir la lecture, hein, redéfinir la culture aussi. Et je trouve que là, c'est intéressant parce que ils cherchent
comme nous cherchons tous d'une certaine façon, des espaces de liberté, des espaces pour écrire leur propre existence, pour dire je d'une certaine façon. Et ça, c'est pas facile pour la lecture, parce que c'est déjà préempté. Hein. Il y a déjà les parents qui sont là, qui depuis longtemps nous font la lecture, etc. Et les profs et les institutions. Et donc, eux, je pense que le manga, c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour dire je, malgré, et pour dire nous aussi, parce que pour dire je, il faut dire nous, et c'est un nous un peu générationnel, c'est-à-dire qu'on peut, et ils partagent, hein, il y a des pratiques de partage. Donc je trouve que pour moi, c'est un résultat vraiment intéressant de cette enquête, parce que ça nous amène à réfléchir finalement sur qu'est-ce que c'est que la lecture du point de vue des institutions, et qu'est-ce qu'on peut dire, comment on peut porter la lecture d'une certaine façon pour les jeunes, et on voit que c'est pas facile. Enfin, il y a un chiffre qui m'a beaucoup plu. 63% des 7-19 ans reconnaissent une injonction à lire de la part de leurs parents. Donc ce discours dans lequel ils baignent de il faut lire, c'est pas seulement, enfin c'est en vrai quoi. Hein, et c'est 2/3 des jeunes qui baignent dedans. Donc leur enjeu à eux, c'est ça, c'est sortir de cette injonction. Et voilà. Et alors, bon, enfin, moi, il me semble que ça pourrait conduire à réfléchir. On voit bien dans l'enquête que ce qui fonctionne assez bien, c'est le relationnel. C'est la dimension signifiante dans laquelle le livre peut prendre place dans une relation, mais une relation voilà, personnelle, pas une relation institutionnelle. Et je crois que c'est ça la difficulté, c'est que il faut passer de l'abstraction, de la généralité du discours sur la lecture à la dimension plus personnelle, plus ancrée. Et, c'est un résultat que je trouve intéressant aussi, c'est le succès des CDI et des bibliothèques dans l'accueil des élèves et dans le soutien à la lecture qu'ils opèrent. Je pense que c'est pas un hasard, c'est-à-dire que c'est un lieu assez neutre, assez pas trop institutionnalisé, et où l'attention à la personne est grande. Et c'est ça qui fonctionne. Je pense que on voit le conseil des amis, ça compte. Le conseil des parents, ça compte. Les parents, c'est compliqué, les parents, parce que c'est à la fois les représentants de l'institution au sens de la génération des parents, avec des choses à transmettre, et en même temps, c'est aussi des proches, des significatifs, des gens avec lesquels on construit du sens. Donc, et les parents conservent, et c'est pour ça que, y compris chez les étudiants, les parents et la mère peut avoir un rôle aussi de conseil de lecture, mais parce qu'on a une relation personnelle. Et donc tout l'enjeu, je crois, c'est ça, c'est réussir à introduire, réintroduire quelque chose qui est de l'ordre du personnel. Alors je vous proposais l'idée de la notion de lâcher prise institutionnelle. Je ne sais pas si ça peut être intéressant, mais enfin c'est un petit peu comment faire de la lecture quelque chose de significatif et de personnel pour les lecteurs. Enfin, c'est un peu comme ça que j'ai lu cette enquête vraiment intéressante. Et si j'ai 2 minutes ou 1 minute, je vois que ça c'est possible. C'est-à-dire que quand le CNL fait hashtag je lis comme je veux, c'est ça en fait. Hein, on se détend, je lis comme je veux, voilà, et y compris le numérique est intégré. Quand le Pass Culture, ça a fonctionné. Le succès du manga, c'est aussi ça. On donne les moyens aux jeunes finalement de redéfinir eux-mêmes la culture.
Je pense que c'est ce que tous les jeunes ont toujours fait depuis les années 60. Donc rien de bien révolutionnaire. Finalement, ils ne font que ce que nous avons fait à leur place, d'une autre manière. Mais voilà. Merci pour votre analyse. Je donne maintenant la parole à Madame Achando, présidente du CNL, pour conclure ce webinaire. Merci beaucoup. Avant les questions, je crois, qu'on laissera, qu'on vous demandera de nous poser, enfin que vous avez certainement déjà posé. Écoutez, moi je trouve que, comme vous le dites très justement, en fait cette étude nous renvoie, et heureusement c'est à peu près le cas sur tous les sujets quand on les creuse, à une forme d'ambivalence. À la fois 42% disent j'adore lire, j'adore c'est fort, c'est pas juste j'aime ou j'aime bien. Et en même temps, on se rend compte que pendant qu'ils lisent, presque la moitié font autre chose. On se rend compte, en revanche, que le support pour eux a changé, et ça, il faut qu'on en soit très conscient. Ils aiment écouter aussi des récits en livre audio, ils aiment écouter des podcasts. Donc ça, ce sont tous les nouveaux usages de cette nouvelle génération. Là où nous, on est encore peut-être, en tous les cas, je parle pour moi, dans une génération très attachée au livre papier. Et je pense que ça le restera longtemps, mais... Donc au fond, ce qui est inquiétant, mais c'est pas non plus une totale surprise, à part que là on a des chiffres et qu'ils sont quand même énormes, c'est le décrochage collège-lycée. C'est le fait qu'ils font quelque chose d'autre en même temps. Et ce qui nous rend, j'allais dire, joyeux, et où on considère que rien n'est jamais perdu, c'est le fait que 42% disent « j'adore ». Voilà, moi je me suis dit quand même 42% c'est pas rien. Alors après, effectivement, on voit les évolutions en termes de comment je choisis mon livre. Alors le besoin d'avoir effectivement l'avis des copains, le rôle de la mère. Alors je pense que les féministes vont pouvoir s'emparer de cette étude pour dire à quel point la charge mentale n'est pas que matérielle sur les courses et préparer le repas, mais aussi sur l'élévation de l'âme de leurs enfants, leur capacité à se concentrer. Donc bon, je pense que tout ça, comme vous l'avez très bien fait, on voit bien qu'il y a des chiffres qui donnent du baume au cœur, le succès du pass culture. Le pass culture, en fait, contraint aussi au retour sur le lieu physique. Donc, je trouve que c'est une très bonne chose que les jeunes se rendent en librairie aussi et soient pris par la main des libraires qui peut leur donner plein de conseils, qui sont souvent d'ailleurs de très bons spécialistes de manga, mais qui peuvent aussi créer des ponts avec d'autres formes de littérature, car au fond, comme je le disais en introduction, le manga est un art à part entière en termes de littérature. Mais ce qui est intéressant toujours dans la vie, quand on aime lire et quand on aime la culture, c'est les ponts qu'on crée avec toutes les formes, au fond, d'art et d'écriture et de lecture. Moi, je crois que pour le CNL, au fond, ça nous donne envie, j'allais dire, de continuer et de modifier probablement certaines de nos actions. Alors, ça nous donne envie de continuer quoi? Le quart d'heure lecture, c'était la première fois qu'on l'avait rendu national. C'était pas la première fois pour l'éducation nationale, mais on voit que ça a marqué les esprits. Et au fond, il faut aussi parfois marquer les esprits. Bien sûr, on sait qu'un quart d'heure ne suffira pas dans l'année pour rendre à la lecture ses lettres de noblesse. Mais en revanche, ça a très bien pris. Beaucoup d'entreprises s'en sont emparées. Je pense aussi que l'entreprise a un rôle à jouer pour la lecture, si on oublie les jeunes qui n'y sont pas encore. Donc là, je pense on va le rendre pérenne. C'est un rendez-vous qu'on reprend pour le 10 mars prochain. Les manifestations comme les nuits de la lecture et plutôt partir en livre, qui a été interrogé là parce qu'il est pour les jeunes. On voit qu'on a un développement de notoriété à faire parce que 18% l'ont identifié. C'est déjà pas mal, mais enfin, il y a des marges de progression. En revanche, quand ils connaissent, 85% d'entre eux disent « ça nous a donné envie ». Pourquoi ça leur a donné envie? Parce qu'on désacralise le livre. Justement, c'est pas une injonction institutionnelle ou parentale, c'est pas « tu dois ». Et puis surtout, tu dois lire tel livre et surtout pas tel autre. C'est vraiment l'idée de partir en livre, c'est sortir le livre des bibliothèques, sortir le livre de l'école, sortir le livre de la maison et le lire comme je veux et j'allais dire avec qui je veux. Et 800 auteurs sont là aussi pour porter. C'est très important, les auteurs vivants. Créer des échanges avec les auteurs pour les jeunes. C'est ce pourquoi, par exemple, on a beaucoup de succès avec la nouvelle plateforme que nous avons lancée de masterclass et de résidence des auteurs dans les établissements scolaires après une convention qu'on a signée avec l'Éducation nationale. On se rend compte que c'est important, probablement, que les auteurs aient cette relation avec les collégiens. Ce sont des auteurs bien vivants. On a quand même certains
enfants qui croient que les auteurs sont morts. Donc c'est quand même, voilà, ce sont des auteurs vivants qui viennent leur parler de leur imaginaire, des conditions dans lesquelles ils écrivent, de leurs derniers livres, qui peuvent éventuellement contribuer dans le cadre d'une résidence à un atelier d'écriture avec les jeunes, bref. Donc tout ce qui est résidence, masterclass, les événements qui désacralisent le livre, qui déculpabilise, si je puis dire, le jeune et l'adolescent dans sa relation à la lecture, le quart d'heure lecture et la voix haute. C'est vrai que c'est un accent qu'on a beaucoup donné dans le cadre de cette année de lecture qui est la grande cause nationale. On a beaucoup développé la lecture à voix haute, à la fois au Centre national du livre, mais on est petit, donc c'est un lieu qui ne peut pas accueillir, on accueille beaucoup de classes, mais surtout on l'a beaucoup développé dans le cadre des nuits de la lecture, dans le cadre de Partir en livre, et on se rend compte qu'il faut que l'on banalise d'une certaine manière la lecture à voix haute, qu'on la glisse dans des clubs de lecture de partage, et on a aussi décidé de totalement modifier notre stratégie à l'égard des réseaux sociaux. Je ne veux pas être trop longue. On a développé des podcasts, on développe des clubs de lecture actuellement physiques, mais donc qu'on veut décliner en communauté virtuelle. Et on pense qu'il faut qu'on développe aussi beaucoup, comme le font les petits champions de la lecture. Et si on lisait à voix haute de la grande librairie, il faut qu'on arrive à développer au maximum, et notamment sur les réseaux sociaux, le partage de la découverte d'un très beau texte à voix haute. Dans un premier temps, et puis décliner tout ce qui peut être fait, le livre audio, le soutien au livre audio, le développement des podcasts. Voilà, je crois qu'en tous les cas, ça nous conforte dans des actions que nous avions décidé de mener, et surtout le fait qu'il faut qu'on les déploie sur ces nouveaux formats. Voilà, si je devais me résumer. C'est très bien. Merci Madame Atchondo. Avant de passer aux questions, je vous propose de regarder une petite animation qui récapitule les points et chiffres clés de cette étude. Alors nous allons maintenant passer aux questions. Parmi tous ces points et chiffres clés qui ont été évoqués, est-ce que je peux vous demander un petit peu quels sont les chiffres qui vous ont le plus marqué? Je ne sais pas qui veut commencer, Madame Atchondo. Comme je le disais, 42%, j'adore. Oui. L'importance de la petite lecture du soir, on voit 96%. Je crois 92 disent s'en souvenir, et aujourd'hui encore beaucoup disent que c'est un plaisir. Donc au fond, la responsabilité, là non plus de l'institution, mais de la famille même. On peut considérer que la famille est une institution, mais elle est quand même aussi le lieu des affects, voire des névroses, mais quand même aussi le lieu de l'amour. Et donc là, il y a quelque chose qu'il faut qu'on arrive à faire passer comme message aussi aux parents. Madame Tétaz de Ipsos. Alors moi, il y a deux chiffres que je retiens qui concernent les écrans. L'un que je trouve très positif, c'est ce 58% qui nous disent avoir déjà eu envie de lire un livre après avoir vu une série ou un film sur une plateforme. Donc ça montre à quel point il y a un vrai pont à faire entre ces plateformes et la lecture. Donc ça, c'est un chiffre positif. Et puis un chiffre qui est un petit peu, voilà, qui pose un petit peu plus question, qui est ce 47% qui font autre chose en même temps qu'ils lisent, qui pose un petit peu plus question sur cette cannibalisation des écrans. Voilà, moi, c'est les deux chiffres que je retiens. Monsieur Poissonneau ? Moi, j'ai retenu le 47%, mais parce qu'il m'intéresse, parce qu'il est assez emblématique de la nécessité pour ces jeunes-là d'être toujours accrochés à leur cercle, à leur relation, et ça, il faut en prendre acte, quoi. La conception de la lecture n'est plus une rupture, un temps de rupture. Enfin, ça peut l'être encore un peu, et j'y aspire, mais visiblement, c'est plus le cas, quoi. Hein. Alors, une question pour Ipsos, donc Madame Tétaz, une question dans la salle.
Dans le choix d'enquête en ligne, ne risque-t-on pas de passer à côté de certains jeunes qui sont en difficulté pour accéder à Internet ? Alors, quand on choisit de faire une enquête en ligne, quelque part, on exclut toujours une petite partie de la population qui n'a pas accès à Internet. C'est une évidence. Mais sur les jeunes, je pense qu'on en exclut relativement peu. Il faut savoir que tous nos questionnaires, et encore plus des questionnaires qui s'adressent aux jeunes, ils peuvent répondre sur smartphone, donc c'est accessible pour beaucoup. Et puis ces jeunes qu'on n'a pas sur Internet, on ne les aurait pas non plus par téléphone. Quelque part, c'est des jeunes qui sont très difficiles à toucher. Donc moi, je pense que pour interroger les jeunes, Internet reste la solution la meilleure, même si oui, il y a toujours une toute petite fraction de la population qu'on aura beaucoup de mal à toucher, malheureusement. Une question pour vous, Madame Achondo. Quel type de livre achètent les jeunes qui utilisent leur passe culture ? Alors, d'abord, le livre est l'acte d'achat préféré des jeunes avec le pass culture, pour, je crois, 65% aujourd'hui, je ne voudrais pas dire de bêtises. Ils achètent des mangas. Ils achètent parfois des livres type Dalloz, etc. Donc là, on voit que c'est un service rendu dans le cadre des recherches des étudiants. Et puis quand même, lorsque nous sommes allés à Bordeaux, dans la magnifique librairie Mola, on s'est rendu compte notamment que chez Mola, alors j'ai pas de statistiques, ils nous disaient que certains jeunes venaient pour acheter de la poésie. Et alors bon, ça, bien évidemment, ça nous a fait très très plaisir parce que on assiste actuellement au renouveau de la poésie qui a longtemps été considéré vraiment comme, je suppose, l'art littéraire des vieux, si je devais résumer. Et voilà, donc je crois que c'est assez varié. Le manga et la bande dessinée ont été au top des ventes sur le pass culture, en tous les cas sur cette première année. Très bien. Une autre question, cette fois-ci pour Monsieur Poissonneau. Les livres étudiés en cours et notamment au lycée correspondent-ils vraiment aux attentes des jeunes ? Et une double question, cela n'entraîne-t-il pas un dégoût de la lecture ? C'est une bonne question. Il y a ce risque, et c'est certain. C'est-à-dire que pour faire passer certains textes, aujourd'hui, il faut surmonter des épreuves colossales, parce que les textes sont vieillis, le cadre dans lequel on plonge les lecteurs est un cadre extrêmement passé, et donc c'est très difficile. Et de ce point de vue-là, le cadre des programmes scolaires est sans doute un peu étouffant pour les enseignants qui doivent faire preuve d'imagination. C'est très compliqué. Donc c'est vrai que ça pose la question de quelle place pour la définition d'un corpus dans le cadre de l'enseignement à l'école. C'est une vaste question, mais le risque existe et les chiffres attestent que le risque n'est pas seulement un risque, c'est un effet. Une dernière question pour Madame Achondo. Le combat du livre face aux écrans est-il perdu d'avance ? Alors, je vais tout de suite répondre à cette question, quoi que ce soit. Ça Mais vous très voulez certainement rebondir ? Je voudrais quand même rebondir sur le fait que il faut peut-être aussi arriver à faire passer quelques messages qui ne me semblent pas être une perte de liberté, mais qui est l'accès à ces textes anciens dont vous parlez, en tous les cas ce qu'on pourrait considérer le patrimoine, la littérature classique. C'est quand même si c'est le passé souvent des textes absolument magnifiques, il est évident que même nous, on ne pourrait pas les lire ou les relire en envoyant des SMS, en regardant des vidéos sur YouTube, en écoutant de la musique et du rap. Donc je crois quand même que sans atteindre la liberté des individus, parce que j'ai senti que vous étiez très attaché à la liberté des individus, et vous avez bien raison. Je crois qu'on peut faire quand même passer un certain nombre de messages. C'est pas des textes qui sont forcément pas adaptés, mais en revanche, ils nécessitent une attention. Voilà. Alors, le combat du livre face aux écrans est-il perdu d'avance ? J'allais dire oui et non. Les écrans, ils sont désormais, on le voit bien, 3h50 par semaine versus 3h14 par jour, pardon. C'est mon rêve. Versus 3h14 par semaine pour un livre. On peut considérer que les écrans sont, en tous les cas, la place des écrans dans la vie des jeunes, comme des moins jeunes d'ailleurs, mais en tous les cas des jeunes, elle est inéluctable, elle est là. Après, les écrans, c'est aussi une porte ouverte sur le monde. Ça n'est pas que une aliénation, comment dirais-je, à la médiocrité. Il conviendrait probablement d'avoir, en tous les cas, je pense, là aussi, en termes de messages de politique publique, et pas culturelle, mais même de santé, il faut quand même faire passer les risques
de ce que représente l'addiction des écrans auprès des jeunes. On en parle un peu, mais on n'en parle pas assez. Les parents ne sont pas suffisamment éclairés là-dessus. Donc ça, je pense que c'est un vrai risque négatif. Après, les écrans, c'est aussi une porte ouverte vers le monde. Et on voit bien d'ailleurs que ça peut être un moyen de découvrir la lecture. Ça peut être aussi un moyen d'avoir envie de lire, puisque c'est le partage du goût. J'en ai entendu parler sur Internet, sur TikTok, sur Snapchat, sur... Donc, il faut pas avoir une attitude simpliste. Hein. C'est toujours pareil, hein, c'est compliqué. On peut pas être. C'est toujours 50 nuances sur tous les sujets de sociétaux. C'est toujours complexe. Je pense qu'il faut à la fois se servir des écrans pour faire passer le goût de lire et pour alerter sur les risques d'une seule source d'ouverture au monde qui serait seulement celle des écrans, et sur les écrans seulement quelques sites. Mais en même temps, il est évident que le monde évolue de manière globale avec les nouvelles technologies, vers le virtuel, les rencontres de plus en plus virtuelles, les échanges avec des communautés virtuelles. C'est la vie. Monsieur Poissonneau, vous voulez rebondir ou est-ce que ça vous semble parfait? Non, mais je pense qu'effectivement, cet équilibre, il faut le trouver. C'est un nouvel outil, hein, donc il faut que ça s'installe, que le livre garnera toujours sa place. C'est irremplaçable, donc il ne faut pas s'inquiéter. Mais effectivement, il faut qu'on s'habitue à prendre les écrans comme un objet et à l'intégrer dans des pratiques sociales. Et ça va prendre du temps, mais ça se fait. Madame Tétaz, un mot de la fin? Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut absolument considérer que les écrans sont là et qu'on ne pourra pas s'en passer et trouver des moyens d'intégrer un petit peu de livres dans ces écrans. Eh bien, merci à tous. Merci Madame Alchandro, merci Madame Tétaz, merci Monsieur Poissonneau. Merci à tous pour votre attention. Tous les résultats de cette étude sont à retrouver sur le site du CNL. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.